distribution des rendements des titres boursiers manifeste souvent une forte asymétrie négative. En d'autres termes, des probabilités élevées associées à de brutales chutes de cours. Kim, Lee et Lee comparent dans un article publié dans le Journal of Banking and Finance la fréquence de ces événements extrêmes aux politiques de responsabilité sociale mises en œuvre par les mêmes firmes. Il est intéressant de savoir si les entreprises les plus engagées dans ces domaines présentent plus ou moins de risques de crash des cours. C'est un élément de risque important pour les investisseurs lorsqu'ils composent leur portefeuille. On peut penser que les entreprises actives en matière de responsabilité sociale sont aussi les plus prudentes dans la gestion de leurs opérations et de ce fait exposent moins leurs actionnaires à des vicissitudes extrêmes. Mais la question ne s'arrête pas là. L'information concernant la responsabilité sociale d'entreprise, CSR, n'est qu'un volet de l'information financière donnée par ces mêmes entreprises. Elle peut servir d'alibi et de cache-misère à des firmes exposées à de gros risques, mais cherchant à les dissimuler au marché. Quelle est la vérité dans ce domaine? Tel est l'objectif de cette étude. L'un des facteurs explicatifs de la présence de ces crashs dans la littérature est le fait que les managers ont tendance à différer l'annonce des mauvaises nouvelles, qui tombent alors en grappe sur le marché et provoquent une chute violente des prix. Hutton, Marcus et Terranian montrent ainsi dans un article publié en 2009 dans le Journal of Financial Economics que les entreprises opaques au plan de l'information financière, pratiquant volontiers l'optimisation fiscale et dont les dirigeants ont des plans d'incitation agressifs, sont plus souvent sujettes à ces pratiques et à leurs conséquences. Le lien entre le comportement de dirigeants en matière de responsabilité sociale et la tendance à différer l'annonce de mauvaises nouvelles, et donc à provoquer des crashs, n'est pas évident. Selon une première hypothèse, les entreprises les plus actives en responsabilité sociale seraient aussi celles les plus vertueuses en matière de standards éthiques, comme l'ont montré Kim, Park et Wire dans un article publié dans la revue Accounting Review en 2012. Ce sont celles qui manipulent le moins leurs résultats comptables et qui font preuve le moins d'opacité financière. Selon cette hypothèse H1, elles devraient donc moins différer les mauvaises nouvelles et être moins sujettes au crash de cours. On trouve aussi dans la littérature une vue complètement opposée. Selon les tenants de cette autre thèse, comme Hemingway et McLachlan, les dirigeants d'entreprises, plus soucieux de leur propre intérêt, utiliseraient les publications en matière de responsabilité sociale pour masquer le mauvais comportement, donner le change, tromper le public. Enron, par exemple, était très active en matière de responsabilité sociale alors qu'elle fraudait en matière comptable. Ces entreprises, aux standards éthiques faibles, sont celles qui diffèrent le plus l'annonce des mauvaises nouvelles et sont donc plus sujettes au crash de cours. Les données concernant les politiques en matière de responsabilité sociale proviennent pour l'essentiel de la base MSCI ESG, anciennement connue sous le sigle KLD. Les cours boursiers sont ceux de la base CRSP. Les autres données financières ont été obtenues auprès de la base Compustat. L'échantillon couvre la période 1995-2009. Les sociétés exclues concernent les secteurs financiers et les utilities, vu leur spécificité. Celles à liquidité insuffisante, moins de 26 rendements hebdomadaires calculables dans l'année, les penny stocks, cours inférieur à $1. Enfin, en fonction des données manquantes, il a été possible de recueillir 12 978 observations. Pour mesurer la fréquence des crashs boursiers, Kim, Lee et Lee
recourt à des mesures de l'asymétrie négative des distributions de rendement hebdomadaire des cours. Pour ce faire, il calcule des variations spécifiques, ici désignées par la lettre W, en utilisant un modèle de marché. Pour tenir compte de l'asynchronisme possible, ils font usage, pour estimer les bêtas, de la procédure de Dimson en introduisant les rendements décalés de 1 ou 2 semaines. Pour réduire par la suite le poids des valeurs extrêmes, ils appliquent la fonction log à la quantité 1 plus les résidus de la régression du modèle de marché. Enfin, ils calculent un coefficient d'asymétrie qu'ils désignent par la variable NC-skew. Les valeurs prises par cette statistique NC-skew fluctuent dans l'ensemble de l'échantillon. La moyenne est de 0,035 et l'écart type de 0,810. La courbe bleue du graphe permet de constater que les moyennes par année augmentent sensiblement lors des crises boursières. Éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 et crise de 2008. De ce point de vue, cette statistique semble bien prendre en compte la fréquence des crashs. Une deuxième statistique est utilisée par Kim, Lee et Lee, du vol. Elle est fondée sur le logarithme du rapport des volatilités calculé sur deux sous-échantillons composés d'une part des variations spécifiques de cours défavorables ou encore inférieures à la moyenne, désignées sous le terme downs, d'autre part des variations favorables, celles supérieures à la moyenne, désignées sous le terme de ups. En recourant à des moments d'ordre 2, elle donne moins de poids aux valeurs extrêmes. Comme le montre la courbe orange du graphe, la statistique du vol épouse dans le temps des évolutions voisines de la précédente NC-skew. Pour qualifier la politique suivie en matière de responsabilité sociale, Kim, Lee et Lee exploitent les mesures de force et de points sensibles répertoriées par la base MSCI-ESG. Plus précisément, ils retiennent les 5 catégories Community, Diversity, Employee Relations, Environment et Product, et délaissent les 2 catégories Human Rights et Corporate Governance, qui sont exploitées séparément ultérieurement dans les tests. Le score pour une firme I à l'année T est calculé en prenant la différence entre les nombres des forces et points sensibles, puis en ramenant cette valeur à un nombre compris entre 0 et 1. Pour ce faire, les auteurs recourent à la classification sectorielle de Fama French et calculent pour les 48 secteurs la différence entre le score maximum et le score minimum. Pour cette statistique, naturellement comprise entre 0 et 1, les valeurs prises dans l'échantillon sont relativement variées. Moyenne de 0,404 et écart type de 0,247. Les évolutions dans le temps sont limitées. Comme le suggère la courbe verte du graphe, la moyenne a diminué sur la période du fait du suivi par la base de données de plus petites entreprises. Le modèle utilisé pour tester la validité des hypothèses H1 ou H2 est un modèle de régression linéaire où l'une ou l'autre des mesures de fréquence de crash risque, NC-skew ou du vol, est régressée sur la mesure de responsabilité sociale, CSR score, décalée d'une année. Par ailleurs, pour tenir compte de la persistance de la variable, la valeur décalée de crash risque est introduite dans la régression, ainsi qu'un vecteur grand X de variable de contrôle.
De plus, figurent des effets fixes par année et par secteur. Le vecteur rang X des variables de contrôle contient des variables pouvant être associées aux mesures d'asymétrie. Certaines sont liées au cours boursier, la performance passée, la variation des volumes de transactions ou la volatilité. D'autres sont des caractéristiques financières de la firme, glamour ou value, appréciées selon le ratio market to book, rentabilité, taille ou encore levier. Enfin, est introduite une mesure de l'intensité de la gestion comptable du résultat. Les coefficients associés à la responsabilité sociale sont négatifs et significatifs dans les deux spécifications de la symétrie. Ainsi, il paraît que les entreprises les plus avancées en matière de responsabilité sociale sont aussi celles qui exposent le moins leurs actionnaires à un risque de crash boursier. Les auteurs fournissent d'autres estimations avec des techniques susceptibles de traiter une endogénéité présente, variable instrumentale ou recours à la méthode dynamique GMM. Les coefficients, dans tous ces cas, restent négatifs et significatifs. Kim, Lee et Lee abordent ensuite une autre question. Quelle est l'influence de la qualité de la gouvernance de l'entreprise sur cette association? Deux thèses sont en présence. On peut supposer que les entreprises à forte gouvernance suivent des conduites éthiques élevées et exposent moins de ce fait leurs actionnaires à des risques de crash. La gouvernance vient renforcer les effets. On peut supposer aussi à l'inverse que c'est parmi les entreprises à faible gouvernance que les effets de la responsabilité sociale sont les plus forts. Ils jouent un rôle de substitut à la gouvernance. Dans ce cas, l'association est beaucoup plus marquée, le coefficient bien sûr restant fortement négatif. Pour tester ces hypothèses, les auteurs vont séparer leur échantillon en firmes à faible et forte gouvernance en fonction de 4 critères successifs. D'abord, ils construisent un score de qualité de la gouvernance à partir de la rubrique non exploitée précédemment de la base MSCI ESG. La partition se fait en fonction de la médiane du score. En second lieu, ils distinguent les firmes dont le CEO est président du conseil des autres, les premières étant considérées à plus faible gouvernance. Enfin, ils utilisent deux autres critères, l'indice de Gompers et l'importance des institutionnels dans le capital de l'entreprise. Par parcimonie, nous ne présentons ici que les estimations du coefficient associé à la variable CSR score pour les 16 régressions effectuées. Il apparaît clairement que, quelle que soit la règle de partage entre faible et forte gouvernance, et pour les deux mesures de risque de crash, le coefficient est négatif et fortement significatif dans le cas des entreprises à faible gouvernance. Il est par contre non significativement différent de 0 pour celles à forte gouvernance. Le lien concerne donc la seule première sous-population. Les auteurs proposent une série de résultats complémentaires que nous ne faisons ici que mentionner. L'utilisation d'une autre mesure de responsabilité sociale, à savoir la présence de la firme au sein de l'indice Dominique 400 Social Index, donne des résultats équivalents. Lorsque la qualité de la responsabilité sociale est appréciée uniquement
par les points forts. Le coefficient reste négatif et significatif. Ce n'est pas le cas lorsque la qualité de cette même responsabilité sociale est appréciée par les seuls points sensibles. Enfin, quand l'analyse se limite à une catégorie de mesures de CSR, les résultats perdent de leur significativité. C'est donc l'ensemble des critères qui permet une association pertinente entre responsabilité sociale et risque de crash. En conclusion, cette étude de Kim, Lee et Lee met en évidence le fait que les entreprises qui publient des informations de qualité en matière de responsabilité sociale sont aussi celles qui exposent le moins leurs actionnaires au risque de crash. Cela doit traduire des pratiques plus éthiques. Cet effet est surtout observé au sein des entreprises dont la gouvernance est a priori plus faible. On peut penser que la pression exercée sur les dirigeants quand la gouvernance est forte est suffisante pour qu'ils dévient moins de comportements éthiques. Les dirigeants les moins actifs en matière de responsabilité sociale sont peut-être aussi ceux les plus enclins à différer l'annonce des mauvaises nouvelles. Elles ont alors la fâcheuse caractéristique d'être révélées publiquement en grappe et de provoquer des baisses brutales de cours. La responsabilité sociale ne serait pas utilisée à titre d'alibi ou de cache-misère. Cette étude a bien évidemment des implications pour l'appréciation des risques extrêmes lorsque l'on se place du point de vue d'un investisseur. Elle permet de repérer plus efficacement les titres les plus exposés.